Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je vais prendre un exemple très très précis en utilisant, en choisissant un terme. Il y a par exemple un terme qui m'a étonné. C'était un slogan de mai 68. La plage sous les pavés. La plage sous les pavés. C'est un terme qui m'a fait prendre conscience de certaines références que je n'avais pas. Plage, je connaissais à Madagascar, évidemment. Mais je me suis rendu compte aussi que les touristes qui arrivaient à Madagascar, quand ils demandaient la plage, et que nous, quand on était enfants, on les amenait là où on pensait être la plage, ils étaient déçus. Parce que ils voulaient la plage paradisiaque, en fait. Et la plage paradisiaque n'est pas partout. Et surtout, la plage paradisiaque était inaccessible aux Malagasy eux-mêmes. Malagasy, c'est les Malgaches, non? Parce que il y a les grands hôtels et si on est Malagasy, on n'a pas le droit d'y entrer, sauf si on est pêcheur et qu'on ramène un gros poisson comme ça. Et nous, on les emmenait là où on jouait d'habitude. Mais c'est une plage avec des rochers, c'est une plage avec une mer qui est un peu moins calme. C'est une plage où on fait beaucoup plus de jeux, mais un jeu qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas le courant, par exemple. On pouvait se laisser porter par le courant sans savoir nager, mais le courant ramenait forcément vers un autre endroit. Mais eux, ce qu'ils voulaient, c'est juste tremper le pied à la plage. Et bon, voilà. Donc, à partir de là, il y avait une sorte de prise de conscience de ma part que les mots français, ne disent pas la même chose. Et surtout le terme pavé. Pavé pour moi et pour un certain nombre de personnes à Madagascar représentait quelque chose d'assez lourd dans la mémoire. Qu'est-ce que cela signifiait? C'est que à un moment donné dans l'histoire de Madagascar, il y a eu la construction des pavés, c'est vrai, mais une construction qui s'est faite sous la contrainte. C'est-à-dire qu'il y avait un roi qui voulait faire comme les Occidentaux, donc construire des routes, et il y a eu construction de ces routes-là, mais par des esclaves. Donc les pavés, pour moi, représentaient ce travail des esclaves. Et donc le terme la plage sous les pavés, il y avait d'autres références qui étaient en jeu pour moi, mais qui n'étaient pas du tout les mêmes références que portait la langue française. Et à partir de là, la réflexion sur ces autres références de la langue française commençait à se poser beaucoup plus. Et c'est là où l'écriture, ou plutôt la lecture, jouait un rôle très très important, et je me suis mis à lire énormément, à lire les poètes, à lire d'autres auteurs, et essayer de comprendre, pas simplement d'une manière intellectuelle, quelles sont les références dans les textes en langue française, mais de les vivre comme je vivais la langue malagasy, de les vivre comme je vivais la mythologie malagasy. Donc croire que ce rocher-là représentait effectivement l'homme qui s'est transformé. Mais je me suis rendu compte aussi que mensonge, c'est mensonge. Et que là, on est dans le domaine de l'invention, on est dans le domaine de la fiction, et on est dans le domaine
d'une liberté absolue. C'est-à-dire que, en créant, en étant dans la littérature, dans la poésie, l'auteur, il réinvente presque la langue. Et donc, j'ai fait ce va-et-vient entre les deux langues. Et finalement, sur le long terme, s'est mise en place une manière d'écrire, un style peut-être, mais surtout, ce qui m'importait, c'était de faire en sorte que les deux langues soient sur le même plan, que j'arrive à bien avancer aussi bien dans l'une que dans l'autre langue. Et maintenant, il y a les événements qui sont différents, il y a les situations qui sont différentes. La langue malagasy, dans mon travail, a pris du retard. Pas un retard dans la conception de l'écriture, mais un retard dans la publication. Tout simplement, un retard dans la publication parce que la situation de l'édition n'est pas la même en France et à Madagascar. Publier à Madagascar, c'est un chemin de croix. C'est pratiquement impossible pour un jeune auteur. Et maintenant, je suis encore jeune, mais dans l'écriture, j'ai déjà un certain parcours. Donc, les éditeurs malagasy n'hésitent plus à me publier en malagasy. Et donc, il y aura bientôt un recueil de poèmes en malagasy. Et puis, ce roman que je suis en train d'écrire et qui va être publié aussitôt après son écriture. Mais les événements ont fait qu'il y a cela aussi. Et que lorsque elle a parlé de cette pièce de théâtre, Le prophète et le président, ça a précipité effectivement le parcours, puisque avec cette pièce, j'ai pu quitter Madagascar. Et puis, avec cette pièce aussi, j'ai pu contacter un certain nombre d'éditeurs qui ont voulu plutôt des nouvelles, qui ont voulu plutôt un roman. Et à partir de là, il y a vraiment plein de choses qui se sont mises en place. Bien, maintenant juste pour revenir un petit peu sur la question de la mémoire, c'est que ces deux langues, dans la poésie, pour moi, il n'y a absolument pas de contradiction entre les langues. La poésie est la même, qu'elle soit dans l'une ou l'autre langue, puisque c'est l'état d'esprit du poète qui porte qui porte les mots. C'est l'état d'esprit du poète qui fait que il cherche toujours le mot le plus juste, le mot qui dit le plus ce qu'il a en tête. Pourquoi y écrire? Parce que moi, j'ai toujours l'impression de ne jamais trouver mes mots. Je ne trouve jamais mes mots. Donc, il faut que j'écrive, il faut que je corrige, il faut que je redise encore et encore. Et c'est la même chose qui se passe, que ce soit en malagasy ou en français. Et donc, au niveau des langues, au niveau de l'écriture, il n'y a pas de conflit. Je passe d'une langue à l'autre sans souffrance, sans douleur. Mais par contre, au niveau de la mémoire, il se passe autre chose. Parce qu'à un moment donné, la langue malagasy, par l'histoire de la colonisation, a été une langue opprimée. Ça a été une langue qui a été sous-estimée, dévaluée par le colonisateur, en disant que ce n'est pas une véritable langue, ce n'est qu'une langue orale, ce n'est pas possible que dans cette langue on puisse écrire de la poésie, mais c'est juste des chants folkloriques, ce n'est
pas de la poésie. Donc il y a toute une interdiction sur la langue malagasy qui a été difficile à assumer. Et il y a aussi cette idée ou toutes ces notions qu'on met sur la langue française. Donc langue française, langue des Lumières, langue française, langue de la civilisation, etc. etc. Et en me disant, je suis malagasy, mes parents ont été colonisés, maintenant j'écris dans cette langue. Qu'est-ce que je fais en fait dans cette langue? Forcément, je me suis posé cette question-là. Et la mémoire, dans ce cas-là, fait que on est obligé de se remettre en question. On est obligé d'interroger notre propre histoire. On est obligé d'interroger, plus grave encore, notre propre identité. Interroger l'histoire n'est pas difficile, mais interroger l'identité, c'est se dire, est-ce que moi, en tant que malagasy, j'existe? Et si j'utilise la langue française, est-ce que ça fait de moi un Français? Et donc il a fallu vraiment faire tout un travail sur ces notions-là. Et ce qui fait que on est obligé aussi de bousculer cette langue française. Bousculer cette langue française pour que cette langue devienne moi-même. Pour que cette langue française devienne aussi mon identité. Pas que moi, je deviens autre dans la langue française, mais plutôt l'inverse. Que la langue française devienne autre et devienne moi-même. Et c'est un pari d'écriture, mais c'est aussi un pari un peu illusoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un pari illusoire parce que une langue reste toujours cette langue-là. Les hommes passent, les identités passent, mais la langue va toujours rester dans son histoire. Et la langue française ne sera jamais malagasy. La langue malagasy ne sera jamais française. Mais quand même, malgré tout, à un moment donné, je me serais dit, tiens, dans ma langue française, j'aurais apporté autre chose. Et c'est là où je veux finir cette intervention. Quand on a lu tout à l'heure le poème ou les textes dans les deux langues, c'est de me dire que rendre les langues dépendantes les unes des autres, rendre les langues séduites les unes envers les autres. Quand j'écris soit en malagasy, soit en français, je ne suis jamais dans une seule langue, mais toujours dans deux langues. Je prends enfin l'exemple ici. Il y a ce terme, ou plutôt cette expression, blancheur éphémère, n'étais-je pas né de la cendre? Blancheur éphémère, n'étais-je pas né de la cendre? Blancheur et éphémère sont des mots difficiles à traduire en malagasy. Bien sûr, il y a la couleur blanche dans la langue malagasy, mais si c'était simplement blanc ou blanche, la traduction aurait été facile. Mais blancheur, qu'est-ce que ça signifie, blancheur? Le fait d'être blanc, le fait d'être de couleur blanche. Vous voyez le poids des mots dans la langue française. Si je dis simplement le fait d'être blanc, le terme blanc est déjà altéré par l'histoire de la langue française. Et blanc va tout de suite représenter l'homme blanc.
Donc on ne peut pas traduire simplement en malagasy le fait d'être blanc, mais le fait d'avoir la couleur blanche. Et en malagasy, il y a deux termes pour dire la couleur blanche, c'est malandi et futsi. Futsi, ça va être un peu cette couleur-là, la couleur de la feuille, ou la couleur de l'homme blanc. Et malandi, qui est cette couleur-là, c'est-à-dire la couleur malandi, la couleur qu'apporte le tissu blanc, mais pas n'importe quel blanc, c'est le tissu qu'on obtient à partir du ver à soie. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je vais utiliser dans ma langue malagasy? Utiliser le terme malandi est beaucoup plus intéressant parce que ça évoque toute une philosophie autour du ver à soie, autour du tissu. Et ça ne peut pas exister dans la langue française. Mais si je vais juste vers le futsi, je tombe dans le piège de la langue française. Donc d'être simplement dans la référence française. Donc du coup, j'ai dû ruser pour traduire ce mot blancheur et dire simplement malandlandi. Malandland qui tend vers le blanc. Mais rester quand même dans les références malagasy, de donner plus de poids au terme blanc. Et enfin, le terme éphémère n'existe pas non plus dans la langue malagasy. Et comment le dire? Si on fait une traduction littérale, ça va être passé. Mais ça ne dit pas l'éphémère. Mais passé comment alors? Dans ce cas-là, traduction nandalun pique. Une pique, ça veut dire qui fait juste un petit bruit et qui disparaît. Et il y a la notion de son qui n'est pas dans éphémère, mais j'étais obligé de ruser de cette manière. Il y a sûrement d'autres moyens de traduire ce texte-là, mais dans mon esprit aussi, c'est qu'il me fallait forcément, parler de ce passage très très rapide, et il n'y avait que cette possibilité, pour moi en tout cas, de dire nandalum pique. Nandalum pique. En même temps, la sonorité est très rapide, nandalum pique, et ça donne ce côté éphémère. Donc voilà. Et il y a encore beaucoup de choses à se dire, mais je pense que je vais m'arrêter là d'abord. Et puis s'il y a des questions, s'il y a autre chose, si on a encore du temps, je sais que j'ai parlé, je n'ai pas mesuré si j'ai trop parlé ou pas. Merci beaucoup.